Récap. RTCI vous présente le récap avec Ziad Mahjoub. Soyez informés, soyez à l'écoute. 10h passées de 5 minutes, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du récap pour ce vendredi 2 mai 2025, votre rendez-vous d'information hebdomadaire. C'est Ziad Mahjoub ici en direct du studio 1 en compagnie de Qais Al-Bouzrib aux commandes de la réalisation technique et de Sofiane Benjim à la réalisation digitale. Et on vous présente tout de suite le programme du récap. Comme chaque vendredi, vous retrouverez toute l'actualité internationale, la guerre à Gaza, le conflit en Ukraine et les 100 jours de Trump dans la rubrique Point chaud présentée par Kamel Sherif. Au programme également, nous reviendrons sur le congrès pharmaceutique international qui entame ce vendredi son deuxième et dernier jour ici à Tunis. Quels sont les thèmes abordés au cours de cet événement, les défis auxquels est confrontée l'industrie pharmaceutique, principalement bien évidemment en Tunisie. Nous cherchons à répondre à ces questions avec notre invité, Dr Amir Akawesh, secrétaire général adjoint du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et présidente du comité scientifique du congrès pharmaceutique international. Mais avant cela, nous avons célébré hier, le 1er mai, la journée internationale du travail ou encore la journée mondiale de lutte pour les droits des travailleurs et travailleuses, à l'heure où la Tunisie débat du projet de loi relatif à l'organisation des contrats de travail et à l'interdiction de la sous-traitance. Quels sont les contours de ce texte de loi très attendu sur la scène nationale? Quelles sont les principales observations des spécialistes et experts? La réponse, c'est tout de suite dans le récap. Récap. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir avec nous professeur Hatem Kotran, professeur émérite à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis et ancien directeur général de l'Institut national du travail et des études sociales. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour, professeur. Oui, bonjour. Je suis à votre écoute, bonjour. Merci tout à à vous. fait, je suis très content de participer toujours avec RTCI et d'être en direct avec les auditrices et les auditeurs de cette chaîne si chère à nous tous. Merci et le plaisir est toujours partagé, Monsieur Kotran. Alors je rappelle que vous avez été auditionné et invité au Parlement cette semaine pour présenter votre lecture du projet de loi donc proposé, le projet relatif au Code du travail et à l'interdiction de la sous-traitance. Un projet, vous dites, qui est limité dans sa portée, mais stratégique. Et commençons par ce point pour planter le décor, Monsieur Kotran. Comment évaluez-vous ce projet dans sa globalité? Oui, d'abord, comme je l'ai dit, c'est un projet qui peut paraître limité, parce que finalement, il ne concerne que 5 dispositions d'un code qui en comporte 446. Donc on peut dire que ce sont les articles qui vont être touchés, 6.2, 6.3, 6.4, 17 et un article 94.2 dans son premier paragraphe. Voilà. Donc ça peut paraître très limité, alors que depuis longtemps on appelle à une refonte totale. Personnellement, j'avais déjà rédigé pour l'Institut des études stratégiques relevant de la présidence de la République en 2017, c'est à l'occasion du 50e anniversaire de notre Code du travail qui est paru en 1966, le 30 avril. Donc j'avais présenté un plaidoyer pour un nouveau Code du travail. Il est temps de reformuler le Code du travail dans sa globalité et de toucher à plusieurs de ces dispositions pour être vraiment tout à fait au rendez-vous des modifications, des changements sociaux, économiques, politiques et autres. Néanmoins, un projet de loi de portée limitée, mais très important, parce qu'il touche finalement à ce qui constitue le cœur du Code du travail, cette distinction, parce que le Code du travail, c'est avant tout un code qui organise des relations, un contrat qui s'établit entre l'employeur et son salarié, et il va toucher à cette distinction fondamentale autour de laquelle gravite l'ensemble des dispositions du Code du travail, à savoir la distinction entre ce qui est communément dit CDD et CDI, c'est-à-dire contrat à durée déterminée,
qui n'offre pas de garantie à son titulaire, notamment pour la fin du contrat, qui prend fin avec l'arrivée du terme, et contrat à durée indéterminée qui offre une relative stabilité en partenaire de travailleurs permanents, au sens où, lorsque l'employeur désire mettre fin à ce contrat, à ce CDI, il ne peut le faire que moyennant une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire généralement une faute grave imputée à son salarié. Sinon, il sera condamné à des dommages-intérêts qui varient et qui peuvent arriver parfois même à 40 salaires, si le salarié a passé 15 ans ou plus d'années en activité. Donc, il y a des indemnités dissuasives, on va dire, et c'est en cela qu'on dit du CDI que c'est un modèle conventionnel type. Et le projet de loi, justement, est venu, et c'est l'un de ses avantages majeurs, il est venu affirmer de façon claire que, poser le principe que le contrat est normalement réputé avoir été conclu à durée indéterminée. Il a interdit le recours au contrat à durée déterminée, sauf dans des cas relativement limités, définis par le projet de loi, et en cela, il a levé les confusions entretenues entre CDD et CDI dans notre code actuel. Le code actuel l'a également réglementé en 1966, mais d'une façon assez confuse. Entre 641, moi j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, 641 c'est du GTT, c'est le vœu de l'UGTT, 642 c'est l'UTICA, mais on ne peut pas mettre des dispositions totalement contradictoires des unes avec les autres, ce qui a entraîné beaucoup d'hésitations et de contradictions d'interprétation au niveau des tribunaux. Donc, le premier avantage de ce projet de loi est de lever ces confusions et de déterminer, d'affirmer le principe que le contrat de travail est un contrat, normalement le CDI, limiter le recours au CDD à des cas précis, nécessités par des besoins objectifs nécessaires pour l'entreprise. Voilà. Donc, je rappelle que vous êtes parmi les experts les mieux placés pour donner vos observations par rapport à ce projet de loi, Monsieur Kotran. Pour résumer ce que vous avez dit, vous dites que la portée est limitée puisque le projet de loi porte sur la révision de 5 dispositions sur les 446 du Code du travail. Néanmoins, ce projet de loi est stratégique parce qu'il touche l'essence même de la relation contractuelle entre l'employeur et l'employé. Vous avez parlé du CDI qui devient le principe fondamental de toute relation de travail. Donc, toute relation et cela aura un impact sur, par exemple, le licenciement. Pour motif économique, vous savez, il y a une procédure pour mettre fin à des postes de travail, si cela concerne les salariés munis d'un CDI. Sinon, c'est un peu plus libre. Le contrat prend fin par l'arrivée de son terme, quand c'est un CDD. Cela touche aussi à la représentation des travailleurs. On a dans l'entreprise, il faut instaurer des commissions consultatives d'entreprise où sont représentés des salariés, notamment à côté des représentants de la direction. Et c'est dans les entreprises où il y a un minimum de 40 salariés munis d'un CDI. Donc, vous voyez, la plupart des chapitres et des droits, y compris les droits syndicaux, sont parfois limités aux salariés munis d'un CDI. C'est en cela que le projet de loi, quoique limité à 5 dispositions, aura un impact en réalité sur la vie des travailleurs dans l'entreprise en général. Voilà. D'accord. Donc, le CDI devient le principe et le principe de cette relation, et le CDD, c'est une exception. Oui. Il y a des exceptions qui ont été citées dans le projet de loi, alors que vous proposez d'autres exceptions, si j'ai bien compris. Exactement. Alors dites-nous. Il y a un grand principe en droit qui dit que les exceptions sont d'interprétation restrictive. Donc, on ne peut pas les étaler. Et du coup, si le texte ne prévoit pas des cas pourtant objectifs, nécessaires pour l'entreprise, aucun juge ne pourra demain les autoriser. C'est pour cela que, tout en maintenant que le principe soit le CDI, et ça a été informé, et donc en supprimant ce qui existait ailleurs, ce qui existe actuellement, le 6K2 qui permet d'aller, hormis les cas objectifs, de toujours recruter
des salariés, et ça reste jusqu'à 4 années, et parfois on fait de la fraude à la loi, c'est-à-dire on utilise des procédés en apparence réguliers, mais dans le but d'éluder des dispositions protectrices de la loi. Tout ça, on va y mettre fin, des cas de fraude à la loi, et on a limité aux cas objectifs. Mais tout de même, il y a d'autres cas. Moi, j'ai proposé, par exemple, d'envisager d'ajouter des cas exceptionnels autorisant le recours au CDD pour encourager l'investissement. Il n'est pas normal que ça existe lorsque l'entreprise est installée pour la première fois, elle est elle-même le capital, l'employeur est lui-même dans une situation qui n'est pas permanente, qui est assez aléatoire. On ne peut pas lui imposer dès le départ, alors que le projet n'est pas sûr, dès le départ, de recruter par CDI. Alors on dit, il faut, pour les nouveaux projets, pour les premières installations, et cela est de nature à favoriser l'investissement à la fois interne et externe, donc permettre aux entreprises, lors de leur première installation, de recruter par CDD. Même chose lorsque des salariés auront été inscrits dans le bureau d'emploi parce que ils ont des difficultés d'insertion dans le marché de l'emploi. C'est des jeunes inscrits. On peut, moyennant une certaine formation, peut-être encourager à les recruter parce qu'ils ont reçu une formation qui n'est pas adaptée aux besoins du marché du travail. Peut-être pour certaines catégories, ou qui ont été licenciés pour motif économique, il faut favoriser leur réinsertion. Parfois, le CDD devient un contrat relais pour permettre... vraiment, il s'inscrit dans une dynamique d'embauchage, favoriser l'emploi de ceux qui ont des difficultés à être insérés dans le marché de l'emploi. Et donc là, on pourra, pour aider à les recruter peut-être pendant un certain temps, qui ne devrait pas nous faire revenir aux 4 années, cela devrait être limité à ce qui ne pourra jamais dépasser dans tous les cas. Moi, j'ai proposé 2 années pour ces cas exceptionnels. Voilà, une des recommandations faites pour améliorer en réalité, en maintenant cette idée centrale du CDI comme modèle type conventionnel, il faut élargir les cas exceptionnels, de recours exceptionnel à la formule du CDD pour adapter ça aux besoins de l'entreprise et aux besoins de la politique de l'emploi. Attention, parce que ces formules-là aident à recruter des jeunes plutôt que de les laisser longtemps sur le banc des demandeurs d'emploi. Voilà, notamment pour les jeunes fraîchement diplômés et pour les sociétés, les startups qui viennent de commencer leurs activités. Faciliter au départ, parce que le projet n'est pas encore assis. On nous dit que 50% des projets parfois ne sont pas durables au bout d'une année, cessent. Donc il faudrait quand même être un peu plus objectif pour adapter les formules aux réalités. Oui, je vois le bien fondé de votre proposition, Monsieur Kotlan, et on va en parler après. Parce que vous avez mentionné un point très important dans d'autres radios, lors d'autres interventions. Mais venons-en à la sous-traitance maintenant. Je ne sais pas si vous la mentionnez en tant que sous-traitance ou vous parlez de location de main-d'œuvre. Vous allez nous expliquer. En tout cas, le projet, il prévoit l'interdiction de la sous-traitance. Vous proposez au contraire une réglementation un peu plus stricte et pas une interdiction. Pourquoi, tout simplement? Voilà, je vais vous dire. La sous-traitance, c'est l'allocation de main-d'œuvre à but lucratif. Cela est une pratique totalement interdite, d'ailleurs, par le droit international. Toute l'activité de l'Organisation internationale du travail, tout au long de son existence, vous savez, c'est une organisation plus vieille que l'Organisation des Nations Unies. Elle est née en 1919 et elle a toujours favorisé. C'est le Parlement, elle a un Parlement mondial qui réglemente le travail dans le sens de lui accorder les qualités d'un travail décent. Et donc, parmi les principes fondamentaux, c'est d'interdire le marchandage, le tâcheronnage. Une personne dont l'activité serait résumée à mettre des personnes et à louer des personnes, et cela est totalement interdit par le droit international. Et le législateur a voulu mettre fin à des pratiques qui font jour devant nos yeux, et jusque-là, il n'y avait pas suffisamment de loi. Ce n'est pas que
c'était autorisé. Non, ça ne l'est pas par une certaine lecture du Code du travail même actuel, mais il est bon que le projet de loi vienne le dire expressément et même en portant interdiction avec une disposition pénale qui prévient ce genre d'abus. À côté de la location de main-d'œuvre, il y a la sous-traitance de travaux. Là, c'est autre chose. On ne loue pas des personnes, mais on sous-traite des activités. Et le texte l'a prévu, c'est l'article 30 du projet de loi. On peut sous-traiter des activités parce qu'aujourd'hui, l'entreprise a besoin de garder le personnel nécessaire à sa pérennité, qui font les travaux permanents, qui sont essentiels pour la survie durable de l'entreprise, selon son activité. Si c'est une activité d'assurance, on mettra des assureurs, ceux qui font de l'assurance. Si c'est une activité bancaire, les gens qui font des activités de la banque. Si c'est une activité économique de vente, les vendeurs dans les supermarchés, etc. Mais toutes les entreprises ont aujourd'hui recours à d'autres entreprises qui viennent effectuer des travaux avec leur personnel, y compris dans le cadre de l'entreprise. Et cela est de plus en plus autorisé partout. On peut sous-traiter des activités de comptabilité, des activités de gestion, parfois même assez compliquées aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, d'informatique. On peut aussi sous-traiter des activités plus courantes de transport de fonds, de gardiennage, de nettoyage, de maintenance, de jardinage, etc. On ne peut pas obliger l'entreprise de l'effectuer avec son propre personnel. Il peut y avoir des entreprises plus spécialisées dans ces divers domaines qui puissent apporter leur concours. Le projet de loi le permet, mais il fixe des conditions qu'il faudrait peut-être un peu plus approfondir lorsqu'il demande. Il exige une expertise professionnelle ou un savoir. Des compétences bien précises. Voilà, il faudrait l'ouvrir un peu plus parce que l'entreprise aujourd'hui a besoin aussi d'extérioriser certaines activités. Ce n'est pas une formule détournée pour procéder à une sous-traitance de travailleurs, non, il s'agit de sous-traiter véritablement. Alors comment on peut le savoir? C'est à partir et le texte le dit, il faudrait que l'entreprise prestataire surveille elle-même son propre personnel, effectue le travail avec son personnel, au bénéfice de l'entreprise bénéficiaire, mais en contrôlant ces travailleurs, il faudrait aussi que le paiement ne soit pas fait sur la base des salaires perçus par les salariés, parce que ce serait une façon détournée de faire de la location de main-d'œuvre. Il faudrait que le prix soit déterminé en fonction de l'importance objective de ces travaux d'informatique, de ces travaux de maintenance, de ces travaux de gardiennage, de transport de fonds, de transport de carburant, etc. Vous l'avez qualifié de contrat de sous-entreprise, si je ne me trompe pas. Voilà, oui, de sous-entreprise. Voilà. Il est organisé dans le code des obligations, notre code civil. Mais ça existe, ça existe déjà, si je me trompe pas, Monsieur Kotran. Est-ce que ça existe? Les bureaux d'intérim, par exemple, ne sont pas des sous-entreprises? Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est ce que le projet de loi a totalement omis. Le projet de loi a prévu, en son article 30, il a prévu la sous-traitance de services et d'activités. Vous pouvez sous-traiter. Lorsque c'est fait à l'extérieur, ça pose aucun problème. Je sous-traite une activité de comptabilité à l'extérieur de mon entreprise. C'est une entreprise qui va m'effectuer ce travail et me le facturer selon l'importance du travail. Là, il n'y a pas de problème. Ou une activité d'assistance technique, juridique, comptable, dans tous les... C'est un peu plus problématique lorsque l'entreprise à qui on sous-traite un travail le fait dans le cadre de l'entreprise bénéficiaire. Vient avec son personnel pour faire des travaux de jardinage, de maintenance de matériel, de nettoyage, c'est plus courant. Vous savez, ça devrait être fait parce qu'il faut aussi un peu de spécialisation et l'entreprise a le droit aujourd'hui de ne garder dans ses effectifs de salariés que le personnel nécessaire à sa pérennité pour toutes les activités accessoires qui sont nécessaires. Mais accessoires, je ne sais pas, moi, une administration, une société de gestion du patrimoine ne fait pas son activité, c'est gérer les patrimoines, ce n'est pas procéder à du jardinage ou à du jardinage. Je comprends. Un hôtel, son activité, c'est recevoir
des clients, offrir des prestations hôtelières, ce n'est pas procéder au quart. Et aujourd'hui, vous savez, dans le domaine, parce qu'on parle beaucoup du gardiennage, le gardiennage est une activité hautement la sécurité intérieure du pays, après tout ce qui s'est passé dans notre pays, vous savez. Et les sociétés de gardiennage sont aujourd'hui des sociétés qui sont contrôlées, dont l'autorisation provient du ministère de l'Intérieur lui-même, dont le personnel a été formé pour ces activités-là de sécurité. Il faudrait permettre ces questions-là et ne pas en restreindre la portée. Il faudrait que ce soit véritablement autorisé dans tous les domaines. L'entreprise doit pouvoir sous-traiter des activités. Le projet de loi a par contre totalement omis autre chose qui n'est pas une sous-traitance d'activité, mais les sociétés d'intérim, les entreprises de travail temporaire. Alors là, on l'a omis. Et cela, ce n'est pas de la sous-traitance. Au sens qu'on utilise. Il ne s'agit pas de louer du permanent, il s'agit pour des entreprises, et le droit international d'ailleurs l'accueille. Aujourd'hui, il y a une convention internationale du travail numéro 181 qui est la convention sur les bureaux de placement payants. L'entreprise, un chef d'entreprise aujourd'hui, il ne lui est pas demandé d'être tout à la fois entrepreneur. Il lance l'activité, un bon économiste, un bon gestionnaire, un bon comptable, un bon juriste. Dans toutes ces activités-là, il peut recruter en recourant à des bureaux qui placent des salariés. Parfois, il a besoin de missions ponctuelles. Cela ne doit pas concerner les travaux nécessaires à l'activité normale de l'entreprise. Donc, il s'agit de travailleurs, lorsqu'on a besoin de travailleurs pour remplacer un travailleur absent ou dans des surcoûts inhabituels de production ou de services, quand vous avez de grosses commandes, etc. Pour recruter, vous pouvez passer par des bureaux qui placent des salariés en mission chez vous. Ces salariés doivent être eux-mêmes permanents, munis d'un CDI auprès de la société d'intérim qui les place, avoir des droits, donc garantis. Ces sociétés, il faudrait les trier, il faudrait leur donner qu'elles soient soumises à des autorisations du ministre de l'Emploi. Moi, j'ai présenté toute une proposition dans un ouvrage qui tient compte de ce que dit cette convention de l'OIT, une directive européenne, allant des expériences les plus avancées en droit comparé, en droit français, allemand, norvégien, espagnol, marocain. Donc j'ai essayé de faire une synthèse et je dis il serait dommage parce que ces grandes antennes existent dans notre pays, peuvent favoriser même l'emploi parce qu'elles permettent de mettre en relation des salariés qui cherchent des emplois avec des entreprises qui en ont besoin ponctuellement. Et peut-être, parmi les garanties, il faudrait que ces salariés placés, d'abord, soient eux-mêmes permanents chez l'entreprise de travail temporaire qui déplace pour des missions ici ou là, et des salaires qui ne soient pas inférieurs à ceux des salariés de l'entreprise qui effectuent les mêmes tâches dans l'entreprise bénéficiaire ou utilisatrice, et puis surtout d'interdire toute clause qui s'opposerait à ce qu'il soit recruté par cette entreprise. Vous savez, vous placez un salarié pour une mission, si l'employeur qui lui trouve qu'il est très bon et qu'il a besoin de le recruter pour devenir un salarié permanent de l'entreprise bénéficiaire, il faudrait bannir toute clause qui interdirait. Pour permettre l'accès de cet employé. Et ainsi, on peut favoriser vraiment une politique active de l'emploi. Il faut se rendre à l'évidence aujourd'hui que les bureaux publics qui fournissent un travail important sur le marché local ne sont plus les seuls à pouvoir rapprocher les offres d'emploi des besoins et des demandes d'emploi et donc permettre à des entités encadrées par la loi qui mettent des garanties, y compris des cautions auprès de la caisse de dépôt et de consignation. Voilà, moi j'ai proposé toutes ces clauses à l'aune de ce qui se pratique de mieux en droit comparé. Là, ce n'est pas du tout de la sous-traitance de travailleurs, il s'agit tout simplement de permettre et d'autoriser, d'encadrer le travail qui se fait déjà. Il y a de grandes enseignes, et je n'ai pas besoin de les citer, de grandes enseignes internationales aujourd'hui dans notre pays qui rapprochent, qui font ce travail, mais dans un cadre qui n'est pas organisé par le Code du travail. Et il y a longtemps que beaucoup appellent, moi-même j'ai appelé à cela depuis
je vais dire au moins 2 décades, encadrer l'activité du travail Oui. temporaire. Et moi, j'ai écouté hier le ministre des Affaires sociales qui a parlé d'un fonds pour les chômeurs. Bon, c'est un autre sujet. Ah, Et ça c'est très bien. voilà. Ça. Et C'est ça peut vraiment. C'est comme le Pôle Emploi en France, si on prend l'exemple voilà, et c'est tout. très bien. Et c'est très important. Mais il y a une question, l'avant-dernière question, Monsieur Rotran. Vous dites qu'il faut considérer l'employeur comme un partenaire, non un coupable, selon Voilà, le projet de loi actuel ça, qui, oui, dans sa c'est la philosophie, troisième partie. voilà. Oui, tout à fait. Vous voyez pas qu'il va justement à contre-courant de cette approche? Non, je pense que, vous savez, le droit pénal du travail n'a pas de finalité intrinsèque. Et il est lié au droit social. La loi pénale est liée, est au service de la loi sociale, et non l'inverse. Et si on arrive par des peines contraventionnelles à être dissuasif, la loi pénale aura rempli le rôle dissuasif qui est le sien. Et il faudrait traiter l'employeur, comme je l'ai dit, comme un partenaire social plutôt que comme un coupable potentiel. Vous savez, les pratiques, parfois, il peut y avoir des pratiques qui ne soient pas totalement conformes parce que dans l'ignorance, et nous, lorsqu'on forme des inspecteurs de travail, j'étais longtemps directeur général de l'Institut, comme vous l'avez bien présenté, de l'Institut national du travail des études sociales, qui forment principalement, ils sont issus de cet institut, de l'ITES, qui est vraiment une institution universitaire spécialisée, unique, je peux dire, dans toute l'Afrique. Il y a longtemps qu'on a cet institut. Alors, on dit aux inspecteurs, vous êtes aux élèves déjà, aux étudiants, vous êtes au service de l'entreprise non interne. Oui. Si vous parvenez à informer le chef d'employeur, à lui apporter sa consultation, pour qu'il arrange et pour qu'il réglemente et pour qu'il soit conforme à la loi, eh ben, vous aurez rempli votre rôle. Il ne s'agit pas de verbaliser à tous les coups. D'ailleurs, même la Convention internationale numéro 81 sur l'inspection du travail, dont on s'est inspiré dans notre code du travail même actuel, donne cette possibilité à l'inspecteur de donner un avertissement avant de verbaliser. Cela veut dire qu'il est au service de l'employeur est un partenaire. Social. Il faut l'informer, il faut attirer son attention, le contrôler, le visiter, lui apporter des conseils parfois pour mettre son activité totalement en conformité avec les prescriptions légales et au besoin, il faut sanctionner. Et la sanction contraventionnelle, vous savez, elle est efficace parce que vous pouvez la multiplier, l'appliquer par autant de travailleurs qui sont occupés de façon irrégulière. Alors que pour la sanction privative de liberté, il y a le principe de personnalité de l'infraction. Et vous ne pouvez pas additionner, dire voilà, je vais multiplier par 5. Non, là, quand c'est des contraventions, vous savez, quand même, c'est 10 000 dinars, et ça peut être passé à 20 000 dinars quand c'est une personne morale. Actuellement, le code du travail doit être d'ailleurs adapté parce qu'on ne peut pas continuer à sanctionner ceux qui occupent des enfants à 30 dinars, 12 à 30 dinars par enfant employé et sanctionner parfois une mauvaise application du code du travail dans tout ce qui a trait au code du travail, au CDI ou à l'interdiction de la sous-traitance, surtout par 20 000 dinars, 10 000 dinars. C'est déjà une sanction contraventionnelle assez conséquente. Il faudrait d'ailleurs adapter le reste du code du travail pour relever le taux des amendes actuellement contraventionnelles qui sont pratiquées, qui deviennent assez dérisoires en réalité, parce qu'on ne peut pas continuer. Là, on a mis 10 000 dinars, 20 000 dinars, en cas de récidive. Je crois que c'est assez conséquent, qui peuvent être multipliés, qui peuvent être appliqués non seulement au directeur général, mais à toutes les personnes qui auraient dû intervenir et qui n'interviennent pas. Donc, la loi responsabilise l'autorité patronale pour qu'elle soit conforme aux objectifs de la loi. Il ne faut pas aller au-delà, et la peine privative de liberté donne un mauvais message pour l'investissement. C'est pour cela que la recommandation, largement partagée d'ailleurs par beaucoup d'auteurs, est d'éviter au maximum. Par contre, le marchandage, le tâcheronnage, lorsqu'une personne fait de l'allocation de main-d'œuvre à but lucratif, là oui, il faut maintenir la peine privative de
liberté, il n'y a pas de problème, parce qu'il faut mettre fin à ce qui peut être qualifié comme étant une forme de trafic de personnes. Vous savez, nous avons une loi déjà qui interdit et qui sanctionne gravement le trafic d'êtres humains, y compris des enfants ou autres. Et là, la loi pourra s'appliquer. Mais dans le cadre du Code du travail, il faut éviter les peines privatives de liberté. Voilà. Très bien. Mon point de vue sur cette question. Professeur Hatem Kotran, c'était vraiment un plaisir. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis et ancien directeur général de l'Institut national du travail et des études sociales. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On programmera certainement un autre rendez-vous pour parler du rôle des inspecteurs, pour parler de ce fonds qui sera peut-être mis en place par le gouvernement. C'était un plaisir, Monsieur Kotran, et à la prochaine. Partagez, merci beaucoup. Merci à vous. Partagez toujours sur RTCI le plaisir de communiquer avec les auditrices et auditeurs de RTCI. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Hatem Kotran, mesdames et messieurs.